Montréal est apparemment la plaque tournante de la prostitution au pays. La police de Montréal lance une campagne contre la prostitution. On veut cibler les victimes mineures et les proxénètes. Le contrôle de la sexualité des femmes a bien souvent été au centre de plusieurs enjeux sociaux. Bien que le métier existe depuis l'Antiquité, il en reste qu'elle demeure un sujet sensible à aborder. Pensons aux années 40 où, au Québec, la sexualité se traduisait par l'imposition de procréer, alors qu'en 1960, avec l'arrivée des moyens de contraception, la femme s'est sexuellement libérée en dissociant sexualité et reproduction. Ces transformations témoignent de l'importance des valeurs sociales sur la signification que se fait chaque individu de rapport sexuel. Ces manières de penser influencent ainsi la perception qu'a la société sur la vente des services sexuels, d'où découlerait une certaine acceptation ou d'un autre côté, une plus grande intolérance. Effectivement, dans cette analyse, la place des travailleuses du sexe ainsi que les préjugés les entourant seront présentés dans le but de démontrer que la légitimité des métiers du sexe repose principalement sur le regard et les valeurs de la société moderne. Dans une ère numérique où la sexualité est de plus en plus valorisée, il est à se demander pourquoi ces métiers sont-ils vus si péjorativement. Pourrait-on parler ici d'une forme d'hypocrisie sociale? De cette réflexion, plusieurs autres questions en découlent. Par exemple, il est intéressant de se demander quelle est notre responsabilité et celle de l'État face à ces cas marginalisés? Quelles sont les limites dissociant le travail du sexe au simple rapport sexuel consentant entre deux individus? Dans quelle mesure peut-on affirmer que le consentement des travailleuses du sexe est éligible? Ainsi, le concept du travail du sexe est au centre de cette analyse. On parle bien ici d'un échange consensuel de services sexuels entre adultes contre de l'argent ou des biens. Bien souvent, on confond ce type de travail à l'exploitation sexuelle puisque, selon les dires, plusieurs travailleuses du sexe se voient contraintes, voire forcées, de pratiquer ce genre de métier à cause de certains facteurs sociaux. Malgré tout, d'un point de vue tout à fait théorique, les personnes exerçant un métier dans l'industrie du sexe remplissent les mêmes fonctions que tout autre travailleur. Pourtant, encore aujourd'hui, elles ne sont pas reconnues comme telles. Bien que plusieurs s'objectent au nom de la lutte contre la vente du corps, il en demeure que la distinction entre travail du sexe et vendre son corps est importante à faire. Les travailleurs du sexe ne vendent pas leur corps, mais plutôt s'en servent pour stimuler le désir et vendre du fantasme. Il semblerait, alors, que certains paramètres, comme le contexte de la rue et le rapport de domination entre la femme et le client, nuiraient à la légitimité derrière ces emplois. Il est à savoir que les métiers du sexe ne datent pas d'hier. Durant la Grèce antique et l'Empire romain, on associait bien souvent le travail du sexe au concept de sexe exutoire. Comme les ardeurs sexuelles refoulées des jeunes hommes perturbaient l'ordre social en menant bien souvent à la pratique de sévices sexuels et à la violence, le travail du sexe a été instauré pour des raisons de salubrité publique. On retrouvait donc dans les villes des femmes qui louaient leurs services et des courtisanes, communément appelées étaïres, qui, contrairement aux autres, étaient choisies et courtisées par les hommes pour leur beauté et leur éducation. Au 15e siècle, c'est l'Église elle-même qui autorise la pratique de travailleuses du sexe dans les villes pour canaliser le trop-plein de la gente masculine. Les maisons de fillettes et les bains publics faisaient dorénavant partie intégrante de la configuration des villes. Ainsi, pendant des siècles, les travailleuses du sexe avaient une responsabilité sociale quant à l'ordre collectif et à la cohésion sociale. Pourtant, malgré cela, elles n'ont jamais eu de reconnaissance et ont été étiquetées comme étant de mauvaises filles. On disait d'elle qu'elle prônait la luxure et la débauche, un péché impardonnable pour les femmes. Suite à l'opinion publique de plus en plus controversée, de 1500 à 1800, l'État s'est vu intervenir pour des questions de moralité. En Europe, ces femmes se sont vues victimes d'amendes, de châtiments et même d'exécutions. C'est au 19e siècle, avec la domination des valeurs religieuses, qu'on commence, au Québec, à associer la sexualité au mariage et à la procréation. L'émergence d'une société post-industrielle et l'arrivée de la contraception contribuent à une certaine révolution sexuelle où l'on libéralise la sexualité. L'acte devient alors un choix libre et la légèreté des mœurs influence la perception sociale à l'égard des travailleuses du sexe. Toutefois, dans les années 90, le Québec connaît une grosse pandémie de VIH/SIDA. Les travailleuses du sexe se font pointer du doigt comme étant responsables. Encore aujourd'hui, ce groupe est marginalisé et subit les conséquences de la stigmatisation. La stigmatisation est l'un des principaux obstacles qui nuit à la reconnaissance des travailleuses. Évoluant dans une société majoritairement patriarcale, les femmes sont vues sous un différent œil que les hommes. Des gestes, bien vus du côté masculin, ne sont pas aussi bien reçus lorsqu'ils proviennent d'une femme.
Ce double standard est particulièrement saisissant lorsqu'il s'agit de la sexualité. Comme le précise Stella, une organisation qui lutte pour les droits des travailleuses du sexe, la sexualité féminine est encore taboue. Alors que les hommes peuvent se vanter d'avoir eu de nombreuses partenaires sexuels, il n'en est pas de même pour les femmes. Celles-ci se voient jugées lorsque leur numéro est trop élevé. Tandis que les gars vivent une hausse d'estime de soi, les femmes sont humiliées par leur père. La même action a donc des répercussions contraires pour les deux sexes. Cette attitude malsaine affecte les travailleuses du sexe qui se font juger par la société entière, ne correspondant pas aux idées patriarcales en place. Cet étiquetage peut avoir des impacts négatifs sur les femmes dans l'industrie du sexe. Bien que certaines arrivent à accepter l'image que les autres ont d'elles, d'autres sont honteuses et adhèrent à la perception sociale en place, ce qui affecte négativement leur estime de soi. Certaines vont même à rationaliser leur statut afin de ne pas se laisser submerger par la honte. Effectivement, il s'avère qu'une femme au foyer est dépendante financièrement de son mari et a des relations sexuelles avec ce dernier. Cet échange renvoie alors étrangement à la prostitution. En évoquant cette comparaison, les travailleuses du sexe démontrent qu'il existe une faille dans la perception sociale des travailleuses du sexe. En effet, plusieurs féministes n'adhèrent pas au choix des femmes au foyer puisqu'elles ne sont pas indépendantes et n'ont pas le contrôle sur leur vie. Or, les travailleuses du sexe sont jugées négativement alors qu'au contraire, elles sont autonomes et maîtres de leurs décisions. Évidemment, une grande partie de la population ne peut concevoir que les travailleuses du sexe exercent leur métier par choix, ce qui explique la vision négative de la société. En outre, le refus de celle-ci de contempler les prostituées sous un autre œil que celui de la victime témoigne d'un plus gros problème, celui de l'impossibilité d'une femme d'être en contrôle sur sa vie. Les appellations dégradantes comme putain, pute et prostituée sont des étiquettes quant au comportement sexuel des femmes, qu'elles soient des travailleuses du sexe ou non. La déviance définit un individu qui s'écarte de la norme sociale préétablie. Un individu déviant se retrouve ensuite étiqueté, catégorisé, ce qui a un effet négatif sur son image de soi. Une femme stigmatisée aura de la difficulté à se trouver un logement, à se trouver un autre travail, à sortir de ce réseau. Alors que les femmes sont mal vues et automatiquement catégorisées comme déviantes, les clients, majoritairement masculins, ne sont en aucun cas victimes de stigmatisation. Toutefois, le travail du sexe n'existe que parce qu'il y a de la demande. Pensons à la pornographie de plus en plus accessible sur Internet, le tourisme sexuel, les clubs de danseurs et même les annonces publicitaires. La société est de plus en plus sexualisée, voire même hyper-sexualisée. Le sexe fait vendre parce qu'il y a bel et bien des acheteurs. Alors, si personne ne voulait ces services, il n'aurait pas lieu d'être. Étiqueter les travailleuses du sexe et les stigmatiser parce qu'elles offrent un service que plusieurs considèrent comme indigne devient alors absurde. Bien souvent, pour déguiser cette hypocrisie sociale, les féministes, abolitionnistes et les groupes de citoyens persécutent les travailleuses du sexe au nom de la protection contre l'exploitation sexuelle. Beaucoup pensent que les travailleuses du sexe sont forcées par leurs proxénètes. Les émissions comme La Fugueuse ou bien les documentaires sur les jeunes filles qui se font manipuler renvoient à une réalité qui est généralisée par la population. Le stigmate de victime se rajoute donc au stigmate de pute et de criminel. Bien souvent, on se demande jusqu'où la prostitution est-elle le choix éclairé de la femme. Fait-elle cela parce qu'elle est obligée ou bien parce qu'elle le veut réellement? Les études sur les travailleuses du sexe évoquent souvent les déterminants sociaux qui ont mené ces femmes à entrer dans l'industrie. D'abord, la qualité de leur enfance est un élément déterminant. Plusieurs recherches démontrent un lien entre des traumatismes au stade de l'enfance, que ce soit un abus sexuel ou de l'inceste, et le parcours de la personne jusqu'à la prostitution. Le milieu social joue aussi un grand rôle dans l'avenir d'une personne. Quelqu'un évoluant dans un milieu pauvre n'entretient pas les mêmes options pour le futur qu'une personne venant d'un milieu aisé. Certaines portes leur sont fermées et la prostitution peut être vue comme un bon moyen de gagner sa vie ou bien de ramasser assez d'argent pour changer de vie. Or, de nos jours, pour exercer un bon métier, le diplôme d'études secondaires n'est plus suffisant. Il faut faire des études au collège et même à l'université, sans quoi les options sont limitées.
La majorité des emplois sont donc au salaire minimum. Les femmes peuvent donc se tourner vers la prostitution ou d'autres métiers du sexe, tels la danse érotique, afin de mieux gagner leur vie. De plus, le travail du sexe peut être ce qui leur permet de joindre les deux bouts, financièrement parlant. Il ne sert à rien de le cacher, l'industrie du sexe renvoie souvent à la dépendance de psychotropes. Bien que certaines ne consomment pas, il est vrai que la drogue fait partie de la vie de plusieurs travailleuses du sexe. Tout d'abord, la drogue peut être un facteur en cause pour l'entrée dans la prostitution. Étant dépendante, la femme doit se faire de l'argent rapidement pour satisfaire son manque. Pour d'autres, la prostitution étant un métier difficile et négativement perçu, elle se tourne vers la drogue pour tenir le coup et faire face à la honte associée au travail. Ces deux approches entraînent les femmes dans un cercle vicieux où la drogue est nécessaire pour continuer à pratiquer leur métier et le travail est nécessaire pour se procurer de la drogue. Dans les médias, on évoque surtout ce genre de cas où ces filles n'ont plus le choix. On insinuera alors que leur décision n'est pas libre et éclairée. Pourtant, selon Marlène, une ancienne travailleuse du sexe, la distinction entre prostitution et travail du sexe est primordiale pour la reconnaissance des travailleuses qui, elles, désirent faire ce métier. Quoi qu'il en soit, en ce moment, le Canada et le Québec criminalisent l'achat de rapports sexuels. Théoriquement, par la criminalisation, les travailleuses ne sont pas ciblées, mais plutôt leurs clients. Elles peuvent vendre leurs services, mais ne peuvent pas le communiquer, et personne ne peut les acheter. Cette criminalisation ne fait que mettre les travailleuses du sexe encore plus en danger. En effet, afin de ne pas être arrêtées pour sollicitation, les travailleuses de sexe de rue ne prennent pas le temps de négocier avec les clients avant d'embarquer dans leur voiture, ce qui les rend encore plus à risque de se faire battre ou violenter. La violence est un enjeu auquel elles doivent faire face. Elles sont bien souvent victimes d'agresseurs puisque la majorité ne porte pas plainte à la police par peur d'être fichées. Étant vues soit comme des victimes, soit comme des criminels, la vie des travailleuses du sexe est entrelacée avec celle des policiers, avec qui elles ont une relation plutôt conflictuelle. Beaucoup de travailleuses du sexe impliquées se sentent donc forcées, voire piégées. Elles deviennent méfiantes, rendant difficile l'établissement d'un contact. Bien que les policiers tentent des approches de prévention et de soutien, les conséquences d'une potentielle dénonciation affectent négativement les femmes. La violence, le manque d'empathie, le rejet, les traumatismes psychologiques et la peur ne sont que quelques exemples des effets d'une dénonciation. Le débat pour ou contre la légalisation du travail du sexe est encore actuel. Beaucoup de policiers et d'intervenants qui aident les femmes en difficulté ont une opinion qui s'y oppose. Au Nevada, la légalisation des maisons closes rapporte plus de 35 millions de dollars par année au trésor public. Toutefois, au Québec, certaines travailleuses n'adhèrent pas à ce régime. L'idée que l'État gère ce domaine ne semble pas avantageux pour elles. Comme le rapporte l'organisme Stella, les valeurs patriarcales qui influencent les décisions politiques infantilisent les femmes et diminuent leur autonomie. D'après Stella, la solution privilégiée pour réduire les risques auxquels les travailleuses du sexe font face est de décriminaliser la prostitution. La décriminalisation garantit les droits humains et protège les travailleuses en plus de favoriser leur bien-être. L'État ne régule rien, car le travail du sexe se modèle sur les autres types de travail. Il est donc vu comme un emploi ordinaire, ne nécessitant pas de règles spéciales. Les travailleurs du sexe se voient accorder les mêmes droits que n'importe qui, les protégeant ainsi de l'exploitation, de la violence et des maladies transmissibles sexuellement. Au pays des Kiwis, depuis l'instauration de ces nouvelles pratiques, le VIH et les ITSS ont diminué de 40%. Au Canada, les travailleuses du sexe sont particulièrement à risque de contracter des maladies transmissibles sexuellement. De plus, à cause de la perception négative entourant leur métier, elles sont plus hésitantes à divulguer leur situation à des professionnels de la santé, ce qui leur nuit encore plus. La déréglementation aide aussi la société à percevoir les travailleuses du sexe autrement. Elles ne sont ni des victimes ni des criminels, mais plutôt des femmes libres qui gagnent honnêtement leur vie. Une décriminalisation imminente ne changerait pas le jugement, mais engendrerait une éducation et une sensibilisation qui changeraient la perception sociale et aiderait à réduire les conséquences de la stigmatisation. Bref, la reconnaissance des travailleuses du sexe repose beaucoup sur le regard social. La façon dont l'on perçoit les travailleuses affecte tant la travailleuse elle-même que sa relation avec les clients. Les autorités et les professionnels de la santé. Se sentant constamment persécutées, elles sont plus méfiantes et ont tendance à se replier sur elles-mêmes. Selon l'organisme Stella, la responsabilité sociale ne repose pas seulement sur l'État et le gouvernement, mais également sur les citoyens.
Pour que la stigmatisation cesse, il faudrait rééduquer les nouvelles générations pour un revirement des valeurs et ça devrait commencer dès l'enfance. On a besoin de ressources, d'argent, mais la société peut aussi aider les travailleuses du sexe. Ce qu'on cherche, c'est des alliés. On voit souvent des groupes de résidents qui s'opposent aux travailleuses du sexe, mais on ne voit jamais de groupes de résidents qui les appuient. Mais c'est en étant informés, sensibilisés, qu'un jour, ça va arriver. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight. Cast me far away, play these little